Saviez-vous que le plus grand cauchemar bioterroriste de l'humanité n'a pas commencé dans un laboratoire secret, mais dans une grotte de montagne avec une mère en deuil? C'est 1919, Europe de l'Est. Un petit village perdu entre les nuages et le temps, où les gens vivent comme si le progrès avait oublié leur existence. La grippe espagnole dévaste la planète, tuant un habitant sur 3. Et dans ce village isolé, une femme nommée Miranda vient d'enterrer sa fille Eva, âgée de seulement 10 ans. La mère ne peut pas supporter la douleur. Elle marche vers une grotte voisine, cet endroit où le silence peut avaler ses cris, où l'obscurité promet d'effacer la souffrance. Elle va mettre fin à ses jours. Mais l'obscurité lui a préparé un autre destin. Dans les profondeurs de cette grotte, Miranda rencontre quelque chose d'ancien, quelque chose de vivant, mais pas dans le sens que nous donnons normalement à ce mot. Une massive supercolonie fongique qu'elle appellera plus tard simplement la moisissure. Quand Miranda touche cette biomasse, l'impossible se produit. La moisissure l'accepte, l'infecte au niveau cellulaire, et au lieu de la mort, Miranda obtient l'immortalité. Au lieu de l'oubli, elle obtient la connaissance. Des milliers de souvenirs de personnes que le champignon avait consommées pendant des siècles. Et parmi ces souvenirs, sa propre Eva, dont le corps fut assimilé par la moisissure presque immédiatement après l'enterrement. Pensez maintenant à l'ampleur de ceci. Miranda n'a pas seulement survécu, elle a obtenu une force surhumaine, la capacité de changer de forme, de prendre l'apparence d'autres personnes, de se régénérer de blessures mortelles. Elle a cessé de vieillir, mais le plus important, c'est qu'elle a cru pouvoir utiliser cette moisissure pour ramener sa fille, créer l'hôte parfait dans lequel pourrait habiter la conscience d'Eva, préservée par la masse fongique. Ainsi commença une odyssée de 100 ans d'expériences démentes. Miranda retourna au village non plus comme une femme, mais comme quelque chose de plus grand. Elle se proclama prophète du Dieu noir, utilisa la moisissure pour guérir les villageois mourants de la grippe, et ils commencèrent à l'adorer. Elle créa de la moisissure un parasite qu'elle appela Cadu, ce qui signifie cadeau en roumain. Avec lui, elle transformait les gens en monstres, cherchant cet être unique dont le corps pourrait contenir l'esprit de sa fille morte. 4 familles nobles du village reçurent ce cadeau. Alcina Dimitrescu, Karl Heisenberg, Donna Beneviento et Salvatore Moro devinrent tous des seigneurs, obtinrent des capacités phénoménales. Mais aucun n'était assez stable pour devenir le réceptacle d'Eva. Les expériences continuèrent. Les années devinrent des décennies. Les décennies devinrent un siècle entier. Mais demandez-vous maintenant, qu'aurait-il pu se passer si tout s'était arrêté là? Qu'aurait-il pu se passer si Miranda était restée comme une demi-déesse folle dans un village oublié, menant ces terribles expériences isolées du reste du monde? Mais le destin avait un autre tournant préparé. Au début des années 50, certains disent que c'était les années 40, mais la date exacte s'est perdue dans le temps. Un jeune étudiant en médecine britannique nommé Oswell E. Spencer entreprit une randonnée en Europe de l'Est. Inexpérimenté, arrogant, il se perdit dans un terrain inconnu et s'effondra sur un chemin enneigé près de ce même village. Miranda le trouva, le sauva et le prit comme apprenti. Imaginez ce moment. Un jeune génie obsédé par les idées d'eugénisme et l'évolution de l'humanité rencontre une femme immortelle qui étudie un champignon mutagène
société pharmaceutique. Il utilisa le symbole qui reliait les 4 maisons de son village comme logo de son entreprise. Cette société, il l'appellerait Umbrella. Mais avant qu'Umbrella ne naisse, Spencer devait trouver quelque chose de propre. Quelque chose qui fonctionnerait plus vite et plus efficacement que la moisissure de Miranda. De retour à l'université, il se joignit à 2 collègues, le docteur James Marcus et le docteur Edward Ashford. Marcus présenta la théorie de l'existence d'une fleur rare en Afrique de l'Ouest, dans les terres de la tribu Ndibaya. Une fleur qui conférait des propriétés surhumaines à ceux qui la consommaient. Le 4 décembre 1966, l'expédition atteignit le jardin ancien, connu sous le nom d'escalier du soleil. Ils trouvèrent les fleurs, et dans ces fleurs, ils découvrirent un virus, mutagène, capable de reconfigurer l'ADN du porteur de manière imprévisible. Ils l'appelèrent progénitor, le progéniteur. Ce fut la naissance des armes biologiques comme industrie. Ce fut le moment où l'humanité ouvrit la boîte de Pandore, d'où s'échapperaient tous les horreurs de la franchise Resident Evil. Pendant 3 mois, l'expédition étudia la fleur, collecta des échantillons pour cultiver le virus en conditions de laboratoire. Et ce fut alors que Spencer parla de créer une société qui ressemblerait à un géant pharmaceutique international, mais qui serait en réalité une couverture pour le développement d'armes biologiques et la réalisation de son rêve fou de créer une race d'élus. 1 an plus tard, en 1967, naquit Umbrella Pharmaceuticals. Spencer investit une énorme partie de sa fortune aristocratique dans la création de complexes de laboratoire. Le principal serait construit dans les montagnes Arklay du Midwest des États-Unis sous un luxueux manoir qu'ils appelleraient le manoir Spencer. Des laboratoires souterrains cachés aux yeux du public où seraient menées des expériences avec le virus progéniteur. Mais il y avait un problème. Le virus progéniteur s'avéra imprévisible. Oui, il causait des mutations, transformait les gens en monstres. Mais ces mutations étaient incontrôlables, chaotiques. Les sujets de test mouraient ou se transformaient en créatures sans cerveau. Cela ne servait ni à des applications militaires, ni aux objectifs eugéniques de Spencer. Quelque chose de nouveau était nécessaire. Quelque chose de plus stable. Et le docteur James Marcus, travaillant au centre d'entraînement d'Umbrella dans les montagnes Arklay, commença des expériences pour croiser le virus progéniteur avec de l'ADN de sangsue. Il cherchait un moyen de rendre le virus plus maniable, plus prévisible. Le 19 septembre 1978, Marcus annonça son succès. Il avait créé un nouveau virus. Un virus qui pouvait infecter n'importe quel tissu biologique, ranimer des cellules mortes, transformer les gens en êtres agressifs, sans cerveau, qui conservaient des fonctions motrices primitives, même après que leur cœur ait cessé de battre. Il l'appela T-virus, tyran virus, le virus du tyran. Et ce virus deviendrait le cauchemar principal qui transformerait la paisible ville de Raccoon en zone de mort 20 ans plus tard. Ce serait lui qui créerait les zombies, les araignées géantes, les chasseurs, les tyrans, toutes ces horreurs auxquelles s'affronteraient Chris Redfield, Jill Valentine, Léon Kennedy et Claire Redfield. Mais maintenant, en 78, c'était simplement une percée scientifique. Marcus le garda secret de Spencer, prévoyant de l'utiliser comme son atout dans la lutte pour le pouvoir au sein de la corporation. Il commença à réaliser des expériences sur des humains sans autorisation
l'histoire de Marcus ne s'arrêta pas là. 10 ans plus tard, en 1988, Spencer ordonna à son service de sécurité, l'Umbrella Security Service, d'assassiner Marcus, et ils exécutèrent l'ordre, ou pensèrent l'avoir exécuté. Voyez-vous, l'une des sangsues infectées par le T-virus que Marcus avait créé au cours de ses expériences mangea le cerveau du scientifique mourant, et l'impossible se produisit. Comme le T-virus copie l'information génétique de la victime et que l'esprit influence la mutation, la sangsue se transforma en être intelligent, en une copie de Marcus lui-même, une créature qui pensait être James Marcus ressuscité d'entre les morts. Cette créature serait appelée la Reine des Sangsues, et elle aurait soif de vengeance. Vengeance contre Umbrella, vengeance contre Spencer, vengeance contre le monde entier. Donc, si vous y réfléchissez, toute l'horreur de Resident Evil n'a pas commencé avec la cupidité d'entreprise, pas avec des ambitions militaires, pas avec un calcul froid. Elle a commencé avec l'amour d'une mère pour sa fille, avec l'orgueil scientifique de Marcus, avec les fantasmes eugéniques de Spencer. 3 personnes, 3 rêves et une chaîne d'événements qui mènerait à la mort de plus de 100 000 personnes, rien qu'à Raccoon City. Mais nous allons trop vite. Pour l'instant, à la fin des années 70, le T-virus n'est qu'un projet secret dans un laboratoire souterrain. Umbrella se développe, ouvre des filiales dans le monde entier, devient un géant pharmaceutique international. En surface, des médicaments, des vaccins, de la charité. Sous terre, des armes biologiques, des expériences sur des humains, des créations monstrueuses. Et dans la petite ville de Raccoon City, financée par Umbrella, personne ne soupçonne que juste sous leurs pieds, l'apocalypse se prépare. Les horloges ont commencé leur compte à rebours. Jusqu'à la catastrophe, il ne restait que 10 ans. Que se passe-t-il quand un scientifique mort revient pour se venger? Nous ne parlons pas de métaphores ou de fantômes. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus troublant. Une sangsue intelligente qui a dévoré le cerveau de son créateur et absorbé ses souvenirs, sa personnalité, sa soif de vengeance. C'est 1988, 10 ans après l'assassinat de James Marcus, et dans les profondeurs du centre d'entraînement abandonné d'Umbrella, quelque chose se réveille. La Reine des Sangsues a passé une décennie à fusionner avec le cadavre de Marcus, assimilant chaque fragment de sa conscience. Maintenant, elle croit être Marcus. Elle pense comme lui, se souvient de sa trahison et prévoit de faire payer Umbrella pour ce qu'ils ont fait. Mais pendant que cette créature tramait sa vengeance dans l'ombre, Umbrella continuait à s'étendre comme une tumeur maligne. En 1991, la corporation inaugura Nest, un complexe de laboratoires souterrains massifs, directement sous Raccoon City. Là, le docteur William Birkin, ce jeune prodige qui avait autrefois trahi Marcus, travaillait sur quelque chose d'encore plus dangereux que le T-virus. Il l'appelait G-virus, le virus Golgotha. Contrairement au T-virus qui réanimait simplement les tissus morts, le G-virus pouvait régénérer, muter et faire évoluer son hôte constamment. Il était instable, imprévisible, mais infiniment plus puissant.
Raccoon City. Respecté, décoré, digne de confiance. Mais Wesker gardait un secret. Il travaillait pour une organisation rivale d'Umbrella, volant des données, préparant sa propre trahison. Il était un produit du projet Wesker, le plan de Spencer pour créer des surhumains génétiquement supérieurs. Sur 13 enfants dans le programme, un seul survécu, Albert. Et il savait qu'éventuellement Spencer le verrait comme une menace. Alors il prévoyait de frapper en premier. Mais il avait besoin du moment parfait, de la couverture parfaite. Et la reine des sangsues était sur le point de la lui donner. Le 11 mai 1998, la reine des sangsues frappa enfin. Elle libéra le T-virus dans plusieurs installations d'Umbrella simultanément. Le laboratoire Arklay, le centre d'entraînement abandonné, la station de traitement des eaux. Le virus se propagea rapidement. Les employés se transformèrent en zombies. Les animaux de test, surtout les chiens Cerberus, s'échappèrent dans la forêt environnante. Pendant des semaines, il y eut des rapports d'attaques dans les montagnes Arklay. Des randonneurs disparus, des familles attaquées dans leurs cabanes. La police de Raccoon City envoya des patrouilles, mais beaucoup d'officiers ne revinrent jamais. Ceux qui revinrent parlaient de chiens sauvages anormalement agressifs. Personne n'imaginait la vérité. Le 23 juillet 1998, un convoi de prisonniers traversait les montagnes Arklay quand il fut attaqué. Les chiens infectés déchiquetèrent les gardes. Les prisonniers s'enfuirent dans la forêt. Parmi eux se trouvait Billy Cohen, un ex-marine condamné pour un crime qu'il insistait ne pas avoir commis. Alors qu'il fuyait, Billy trouva un train arrêté sur les voies, l'Ecliptic Express. Il monta à bord, cherchant refuge. Ce qu'il trouva fut un abattoir ambulant. Le train était plein de cadavres, et ces cadavres commencèrent à bouger. Des zombies, des dizaines d'entre eux, et des sangsues. Des sangsues partout, se nourrissant des morts et des vivants également. Rebecca Chambers, membre de l'équipe Bravo de STARS, était également arrivée au train. Elle était la médecin de l'équipe, jeune, inexpérimentée. Dans sa première vraie mission, son hélicoptère avait eu des problèmes mécaniques et l'équipe Bravo s'était dispersée. Rebecca trouva Billy parmi les cadavres, armé et dangereux. Techniquement, c'était son devoir de l'arrêter. Mais entourés de monstres, ils décidèrent que la survie était plus importante que le protocole. Ensemble, ils se battirent à travers le train infesté, découvrant que les sangsues n'étaient pas naturelles. Elles avaient été modifiées. Quelqu'un les avait libérées intentionnellement. Le train s'arrêta à l'ancien centre d'entraînement d'Umbrella, et là, la vérité commença à se révéler. Dans les laboratoires sous le centre, Rebecca et Billy trouvèrent des dossiers complets des expériences de Marcus. Ils virent les sangsues dans des réservoirs géants, lurent sur le T-virus, et alors ils le virent. Marcus, ou ce qui ressemblait à Marcus. L'homme qui était censé être mort il y a 10 ans était là, vivant, souriant. Il parlait de vengeance, de punir Umbrella, de montrer au monde ce que la corporation avait créé. Mais sa forme commença à changer. Son corps se dissout en un essaim de sangsues qui se reforma en quelque chose de monstrueux. La reine des sangsues avait utilisé le visage de Marcus comme masque, mais maintenant elle montrait sa vraie forme. Une masse pulsante de sangsues fusionnée dans une intelligence de ruche. Rebecca et Billy combattirent la créature dans les profondeurs du laboratoire,
utilisant tout ce qu'ils avaient, finalement, ils activèrent le système d'autodestruction du complexe. Alors que le bâtiment s'effondrait, ils s'échappèrent à peine vivants. Billy disparut dans la forêt, techniquement mort selon les dossiers officiels. Rebecca continua vers l'endroit où elle était censée rejoindre son équipe. Mais l'équipe Bravo n'arriva jamais au point de rendez-vous. La nuit du 24 juillet, l'équipe Alpha de STARS fut envoyée pour les chercher. Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Barry Burton et d'autres volèrent vers les montagnes Arklay. Ils trouvèrent l'hélicoptère écrasé de Bravo, mais aucun corps. Puis les chiens attaquèrent. Pas des chiens normaux, mais des Cerberus, des chiens infectés avec une peau pourrie pendant de leur corps, des yeux morts mais affamés. L'équipe s'enfuit, perdant un membre dans le processus. Cherchant refuge, ils trouvèrent un manoir, un élégant manoir victorien au milieu de la forêt. Les portes étaient ouvertes. Ils entrèrent, et les portes se fermèrent derrière eux. Le manoir semblait abandonné au début. Des meubles couverts de poussière, des peintures sur les murs. Mais ensuite, ils trouvèrent les corps, et les corps commencèrent à se lever. Le manoir était infesté de zombies. Pire encore, il y avait autre chose. Des créatures qu'ils n'avaient jamais vues. Les chasseurs, des expériences qui combinaient l'ADN humain avec reptilien, créant des monstres agiles et mortels. Des chiens zombifiés errant dans les couloirs. Des serpents géants dans le sous-sol. Et dans les profondeurs, ils découvrirent la vérité. Le manoir n'était qu'une façade. En dessous se trouvait un laboratoire massif d'Umbrella. Là, ils trouvèrent Rebecca, qui était arrivée avant eux. Ils trouvèrent des journaux de scientifiques documentant des expériences. Ils trouvèrent des réservoirs avec des spécimens. Et ils trouvèrent Lisa Trevor. Lisa était une fille qui avait été kidnappée en 1967 avec sa mère. L'architecte George Trevor avait conçu le manoir pour Spencer, et en récompense, Spencer les utilisa comme cobayes. La mère de Lisa mourut rapidement, mais Lisa survécut. Pendant 31 ans, ils la gardèrent en vie, lui injectant chaque variante du virus qu'il développait. Son corps muta de façon horrible. Elle perdit son humanité, mais conserva quelque chose de son esprit, assez pour se souvenir de sa mère, assez pour souffrir. Quand l'équipe STARS la trouva enchaînée dans les profondeurs, elle était une abomination vêtue de masques, fait des visages de ses victimes, cherchant éternellement le visage de sa mère. Mais la vraie trahison restait encore à être révélée. Wesker, leur capitaine de confiance, les avait menés là délibérément. Il avait saboté l'hélicoptère de Bravo. Il avait tout orchestré pour collecter des données de combat sur les armes biologiques d'Umbrella. Il travaillait pour une organisation rivale et prévoyait de voler la recherche d'Umbrella, de feindre sa mort et de disparaître avec les secrets. Dans les profondeurs du laboratoire, Wesker libéra le tyran T-002, l'aboutissement du projet d'armes biologiques d'Umbrella. Un humanoïde massif, musclé, avec des griffes qui pouvaient transpercer l'acier. Il le lâcha contre sa propre équipe. Chris et Jill combattirent le tyran, tandis que Wesker observait, prenant des notes. Mais le tyran ne faisait pas de distinction entre les cibles. Il se retourna contre Wesker et l'empala avec ses griffes. Wesker tomba, apparemment mort. Ce que l'équipe ne savait pas, c'est que Wesker s'était injecté un prototype de virus avant de libérer le tyran.
Quelques heures plus tard, il avait obtenu une vitesse surhumaine, de la force et de la régénération. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge surnaturelle. Il était devenu quelque chose de plus qu'humain. Chris, Jill, Barry et Rebecca vainquirent le tyran en utilisant un lance-roquettes qu'ils trouvèrent dans le laboratoire. Ils activèrent le système d'autodestruction de l'installation. Alors que le complexe explosait autour d'eux, ils s'échappèrent dans l'hélicoptère de sauvetage que Barry avait appelé. Ils regardèrent en arrière pour voir le manoir consumé par les flammes. Ils pensaient que le cauchemar était terminé. Mais Wesker planifiait déjà son prochain mouvement. Et à Raccoon City, à seulement quelques kilomètres, quelque chose de bien pire était sur le point de commencer. Savez-vous ce que 100 000 personnes ont en commun? Elles sont toutes mortes en une semaine. Une seule semaine pour qu'une ville prospère devienne un enfer ambulant. Et tout a commencé, non pas avec une attaque terroriste, non pas avec une conspiration gouvernementale, mais avec la cupidité d'entreprise et une mallette cassée. C'est le 22 septembre 1998. Et dans les profondeurs sous Raccoon City, le docteur William Birkin est sur le point de commettre l'erreur qui condamnera toute une ville. Birkin avait passé des années à perfectionner le J-Virus, son chef-d'œuvre. C'était plus que le T-Virus de Marcus, plus que tout ce qu'Umbrella avait jamais créé auparavant. Le G-Virus ne réanimait pas seulement les tissus morts, il pouvait régénérer, évoluer, transformer son hôte en quelque chose de complètement nouveau. Birkin savait qu'il avait de l'or entre ses mains. Il savait aussi qu'Umbrella le trahirait éventuellement, comme ils avaient trahi Marcus. Alors, il prit une décision. Il vendrait le G-Virus au gouvernement des États-Unis. Trahir Umbrella avant qu'Umbrella ne puisse le trahir. Mais Spencer n'était pas stupide. Il avait des espions partout. Quand il apprit le plan de Birkin, il agit immédiatement. La nuit du 22 septembre, l'Umbrella Security Service prit d'assaut le laboratoire Nest sous Raccoon City. Ils avaient des ordres simples: récupérer tous les échantillons du G-Virus et éliminer Birkin. Il n'y eut pas de négociation, pas d'avertissement. Ils ouvrirent simplement le feu. Les balles transpercèrent le corps de Birkin alors qu'il essayait de protéger sa recherche. Il tomba au sol, mourant, regardant la mallette avec les échantillons du J-Virus que les soldats emportaient. Mais Birkin n'était pas prêt à mourir ainsi. Avec ses dernières forces, il rampa jusqu'à son bureau, sortit une seringue de J-Virus pur et se l'enfonça dans la poitrine. S'il devait mourir, au moins mourrait-il comme sa propre création. La transformation fut instantanée et brutale. Le corps de Birkin commença à convulser, à gonfler, à muter. Ses os se brisèrent et se reformèrent. Sa peau se déchira pour faire place à une nouvelle chair. En quelques minutes, William Birkin, le scientifique, avait disparu, remplacé par le monstre Jehan. Une abomination de 3 mètres de haut, avec un œil géant pulsant sur l'épaule droite. Et ce monstre se souvenait de qui lui avait tiré dessus. Birkin poursuivit l'équipe USS à travers les tunnels d'égout, les déchiquetant un par un. Dans le chaos, la mallette avec les échantillons du T-Virus tomba au sol et s'ouvrit. Les fioles de verre se brisèrent, le liquide viral se déversa dans l'eau des égouts et les rats le burent. Les rats infectés remontèrent à la surface cette même nuit. Ils se dispersèrent dans tout Raccoon City, mordant d'autres rats, contaminant l'approvisionnement
laissant le virus dans chaque coin de la ville. Au cours des jours suivants, les premiers cas commencèrent à apparaître. Le 24 septembre, il y eut des rapports isolés de violence. Les médias les appelèrent des émeutes, des troubles civils. Le gouvernement de la ville imposa un couvre-feu. La police établit des points de contrôle, mais personne n'admettait la vérité. Personne ne disait le mot virus. Le 25 septembre, l'hôpital général de Raccoon était complètement débordé. Les couloirs remplis de personnes mordues, griffées, malades. Les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils essayaient de créer un vaccin, travaillant jour et nuit. Mais le virus se propageait plus vite qu'ils ne pouvaient l'étudier. Au 27 septembre, la ville s'effondrait. Le département de police RPD avait perdu la moitié de ses officiers. Beaucoup moururent dans les rues en essayant de contenir la violence. D'autres ne revinrent simplement jamais à leur tour. Ceux qui restaient étaient retranchés au commissariat, essayant désespérément de maintenir l'ordre. Mais leur propre chef, Brian Irons, les sabotait de l'intérieur. Irons était sur la liste de paie d'Umbrella depuis des années. Maintenant, il avait des ordres pour s'assurer que personne ne s'échappe avec des preuves des crimes d'Umbrella. Il bloqua les routes d'évacuation, détruisit les fournitures médicales, et quand les civils venaient chercher de l'aide, il les envoyait directement dans les zones les plus dangereuses. Umbrella, bien sûr, ne resta pas les bras croisés. Ils envoyèrent l'UBCS, l'Umbrella Biohazard Countermeasure Service, une équipe de mercenaires déguisés en force de secours. Ils dirent à la ville qu'ils étaient là pour aider, pour évacuer les civils, pour restaurer l'ordre. Mais leur vraie mission était autre, collecter des données de combat, voir comment les armes biologiques d'Umbrella fonctionnaient contre une vraie population urbaine. Les soldats de l'UBCS ne le savaient pas. Ils pensaient sauver des vies. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des pions dans une expérience massive. Et puis, Umbrella lâcha Nemesis. Le Nemesis T-type était l'aboutissement du projet Nemesis, développé dans les laboratoires européens d'Umbrella. Un parasite qui pouvait contrôler un tyran zombifié sans détruire sa capacité à penser, à suivre des ordres complexes, à utiliser des armes. Ils l'habillèrent d'un manteau de cuir noir et lui donnèrent une mission simple: éliminer tous les membres survivants de STARS, les seuls témoins de l'incident du manoir. La première sur la liste était Jill Valentine. À 20h07, le soir du 28 septembre, Jill se réveilla dans son appartement. Elle avait passé des semaines à essayer d'avertir les gens à propos d'Umbrella, mais personne ne la croyait. La ville était dans le chaos et elle savait qu'elle devait partir. Elle emballa son équipement, chargea son arme et se prépara à partir. Puis, elle entendit le fracas. Les murs de son appartement explosèrent vers l'intérieur. Et là, parmi les décombres, se tenait Nemesis, une créature massive, difforme, avec des tentacules jaillissant de son corps et un seul mot sortant de ses lèvres déformées. STARS. Jill courut. Elle sauta par la fenêtre, roula sur le trottoir et courut dans les rues de Raccoon City, tandis que Nemesis la poursuivait implacablement. La ville était un paysage de cauchemars, des voitures en feu, des cadavres dans les rues et des zombies, tellement de zombies, émergeant des bâtiments, rampant des ruelles, attaquant tout ce qui bougeait. Jill se battit à travers la horde, utilisant chaque balle avec soin, cherchant désespérément une sortie. C'est alors qu'elle rencontra Carlos Oliveira,
pas à l'aider. Ensemble, ils avancèrent à travers la ville, cherchant un moyen de s'échapper. Jill passa par le commissariat de police RPD, vit l'officier Marvin Branagh se transformant lentement en zombie après avoir été mordu. Marvin, avec ses derniers moments de lucidité, l'avertit de ce qui allait venir. Il lui dit que le gouvernement prévoyait de bombarder la ville, de l'effacer de la carte pour contenir le virus. Jill devait trouver un moyen de sortir avant que cela n'arrive. Mais d'abord, elle devait gérer Némésis. La créature la poursuivait sans relâche. Chaque fois que Jill pensait avoir échappé, Némésis réapparaissait. Dans le centre-ville, dans les ruelles, sur les toits, il était infatigable, imparable. La bataille la plus brutale eut lieu à la tour de l'horloge. Jill y était arrivée cherchant refuge, espérant trouver d'autres survivants. Au lieu de cela, elle trouva Némésis qui l'attendait. Ils combattirent sur la place sous la tour, entourés de zombies et de décombres. Némésis avait évolué. Ses tentacules étaient plus longs, plus mortels. Jill utilisa des explosifs, esquiva ses attaques, vida chargeur après chargeur dans la créature. Finalement, elle réussit à le blesser suffisamment pour qu'il se retire. Mais dans le processus, l'un des tentacules de Némésis la transperça. Le T-virus entra directement dans son flux sanguin. Jill sentit l'infection se propager à travers son corps. La fièvre arriva en premier, puis la douleur. Ses veines s'assombrirent sous sa peau. Elle tituba, essaya de rester debout, mais son corps abandonna. Elle s'effondra à la base de la tour de l'horloge vers 7 heures du matin, le 28 septembre, inconsciente, infectée, avec des heures à vivre si elle ne recevait pas de traitement. Imaginez votre premier jour de travail. Imaginez maintenant que votre ville est pleine de zombies. C'était la réalité de Leon S. Kennedy, le 29 septembre 1998. Un officier de police fraîchement diplômé, idéaliste, excité de commencer sa carrière au département de police de Raccoon. Il n'avait aucune idée que son premier tour serait aussi son dernier. Pas en tant que policier de cette ville en tout cas. Car en 24 heures, Léon Kennedy serait beaucoup de choses. Un survivant, un témoin, un fugitif. Mais jamais plus ce jeune homme naïf qui conduisait vers Raccoon City cette nuit-là. Claire Redfield n'avait pas non plus idée de ce qui l'attendait. Elle cherchait seulement son frère Chris, un membre de STARS, qui avait cessé de répondre à ses appels après l'incident du manoir. Inquiète, Claire conduisit sa moto de son université à Raccoon City. Elle s'arrêta à une station-service à la périphérie de la ville. L'endroit était étrangement vide. Des pompes à essence fonctionnant, mais pas d'employés. Puis, elle entendit les gémissements. Vit les silhouettes titubant dans l'obscurité. Des zombies. Claire démarra sa moto juste au moment où Léon arrivait dans sa voiture de patrouille. Ils se regardèrent pendant une seconde, deux étrangers sur le point de partager la pire nuit de leur vie. Un camion-citerne apparut de nulle part, hors de contrôle. Le conducteur transformé en zombie. Il s'écrasa entre eux dans une explosion massive de feu et de métal tordu. Léon et Claire furent séparés par les flammes, forcés de prendre des routes différentes vers le centre-ville. Les barricades étaient brisées. La garde nationale avait abandonné ses positions. Léon conduisit à travers des rues remplies de cadavres, de voitures renversées, de bâtiments en feu. Il ne pouvait pas comprendre. Où était tout le monde? Que s'était-il passé ici? Finalement,
il arriva au commissariat de police RPD, cet imposant bâtiment qui fut autrefois un musée d'art. Les portes étaient ouvertes. Il entra avec son arme dégainée, appelant quelqu'un, n'importe qui. Il trouva Marvin Branagh, un officier vétéran, effondré contre un mur avec une morsure à l'épaule. Marvin était pâle, transpirait, mais encore vivant. À peine. Il dit à Léon de partir, que tous les autres étaient morts ou pire. Mais Léon ne pouvait pas partir. Il était un policier. Son travail était d'aider. Claire arriva au commissariat peu après, par une entrée différente. Elle explora les couloirs sombres, trouva des journaux d'officiers documentant les derniers jours. Comment le virus s'était propagé, comment leurs collègues tombaient un par un, comment le chef Irons les avait abandonnés. Et puis Claire entendit les pleurs. Une fille de 12 ans nommée Sherry Birkin, se cachant dans le commissariat, terrifiée. Claire la protégea immédiatement, promit de la sortir de là. Elle ne savait pas que Sherry était la fille de William Birkin. Elle ne savait pas que le monstre qui la poursuivait dans les couloirs était son propre père, transformé en l'abomination G. Léon, pendant ce temps, avait trouvé quelqu'un d'autre. Une femme en robe rouge, élégante et sereine au milieu du chaos. Elle se présenta comme Ada Wong, agent du FBI enquêtant sur Umbrella. Elle avait besoin de trouver un échantillon du G-virus comme preuve. Léon, désespéré pour n'importe quel type d'autorité ou de direction, accepta de l'aider. Il ne savait pas qu'Ada mentait. Elle n'était pas du FBI. Elle était une espionne travaillant pour une organisation rivale d'Umbrella, engagée pour voler le G-virus. Mais alors qu'ils voyageaient ensemble à travers le commissariat infesté, esquivant les zombies et résolvant les énigmes macabres que l'architecte avait laissées dans le bâtiment, quelque chose d'inattendu se produisit. Ada commença à se soucier de Léon, ce jeune homme stupide et idéaliste qui continuait d'essayer de sauver tout le monde, qui refusait de laisser quelqu'un derrière. C'était rafraîchissant, dangereux, parce que les émotions pouvaient faire commettre des erreurs aux espions. Et puis il apparut, le tyran T-00. Umbrella l'avait lâché dans la ville avec une mission simple, éliminer tous les témoins. Les policiers l'appelèrent Mr. X à cause de son costume sombre, son chapeau de feutre et sa poursuite implacable. Il marchait à travers le commissariat avec des pas lourds qui résonnaient dans les couloirs. Il ne courait pas. Il n'avait pas besoin de courir. Il était inévitable. Léon et Ada s'enfuirent de lui plusieurs fois. Mais il revenait toujours. Claire et Sherry l'affrontèrent aussi, utilisant chaque astuce qu'elle pouvait pour s'échapper. Mais Mr. X n'était pas leur pire problème, parce que le chef Brian Irons avait trouvé Sherry. Irons était complètement fou à ce stade. Des années de paiement sous la table d'Umbrella en avaient fait leur marionnette. Quand l'épidémie commença, il reçut des ordres pour éliminer toute preuve. Cela incluait Sherry, la fille de Birkin. Il la poursuivit à travers le commissariat comme un prédateur, profitant de la terreur dans ses yeux. Claire l'arrêta juste à temps, mais alors quelque chose d'autre arriva. Le monstre G. Birkin, évoluant constamment, cherchait sa fille par un instinct tordu. Il implanta une larve G dans le corps d'Irons. Le chef hurla, tandis que la créature grandissait en lui, détruisant ses organes, jusqu'à ce qu'elle explose finalement de sa poitrine dans une fontaine de sang et de viscères. Sherry vit tout. Une fille de 12 ans regardant un homme mourir de la manière la plus horrible imaginable. Claire
savait qu'elle devait arriver à Nest, le laboratoire souterrain où Birkin avait travaillé. Là, il pourrait y avoir des réponses, peut-être un moyen d'arrêter cela. Elles descendirent dans les égouts, combattant des zombies submergés dans les eaux usées, esquivant des sangsues géantes, toujours avec J. Birkin qui les poursuivait. Le monstre avait évolué à sa troisième forme maintenant, plus grand, plus grotesque, avec plusieurs membres, et cet horrible œil toujours pulsant sur son épaule. Mais quand il attaquait Sherry, il y avait quelque chose dans ses mouvements. Hésitation, reconnaissance. Un fragment de William Birkin existait encore dans ce corps monstrueux, reconnaissait encore sa fille. Léon et Ada descendirent également dans les égouts en suivant des indices sur l'emplacement du G-virus. Ils trouvèrent Annette Birkin, la femme de William, travaillant frénétiquement dans un laboratoire improvisé. Elle était blessée, mourante, mais essayait toujours de protéger la recherche de son mari. Elle tira sur Léon quand il essaya de s'approcher, criant qu'il ne comprenait rien, que le G-virus était l'avenir. Ada révéla alors sa vraie identité, admit qu'elle était une espionne. Léon se sentit trahi, utilisé. Mais Ada insista que ses sentiments pour lui étaient réels. Tout le reste était mensonge, mais pas ça. À Nest, les vérités furent révélées. Claire trouva des dossiers complets des expériences de Birkin. Elle vit ce que le G-virus pouvait faire. Et elle découvrit que Sherry avait été infectée. Une larve G grandissait en elle. Sans traitement, Sherry se transformerait en monstre comme son père. Mais Claire trouva le pendentif de Sherry, un cadeau d'Annette, qui contenait un échantillon du vaccin Deville, un remède pour le G-virus. Claire synthétisa le vaccin dans le laboratoire, travaillant contre la montre, alors que le système d'autodestruction de l'installation commençait son compte à rebours. Elle injecta le vaccin à Sherry juste à temps. La fille convulsa, cria, mais la larve mourut en elle. Elle survivrait. Léon affronta Mr. X sur une plateforme d'ascenseur. Le tyran l'avait acculé, était sur le point de le tuer. Alors Ada apparut, blessée mais vivante, et lui lança un lance-roquette. Léon tira à bout portant, faisant exploser le tyran en morceaux. Mais Ada était gravement blessée. Elle avoua à Léon que tout avait été un mensonge, qu'elle regrettait de l'avoir utilisé. Puis, elle tomba de la plateforme dans l'obscurité. Léon cria son nom, mais il n'y eut pas de réponse. Il crut qu'elle était morte. Il ne savait pas qu'Ada avait utilisé un grappin pour arrêter sa chute, qu'elle s'échapperait de Nest avec un échantillon du G-virus, accomplissant sa mission malgré tout. Claire et Sherry montèrent à bord d'un train d'évacuation souterrain. Léon arriva quelques instants plus tard et les rejoignit. Il pensait être en sécurité. Alors J. Birkin, maintenant dans sa cinquième et plus horrible forme, monta dans le train. Un monstre massif, à peine reconnaissable comme quelque chose qui fut autrefois humain. Il poursuivait leur chair, leur sang, spécifiquement celui de Sherry, parce qu'elle partageait son ADN. Léon et Claire vidèrent leurs armes dans la créature, tandis que le train accélérait. Finalement, J. Birkin fut écrasé par les mécanismes du train, ne laissant qu'une masse pulsante de chair mutée. Le train émergea à la périphérie de Raccoon City, juste au moment où le soleil commençait à se lever. Mais l'histoire de Jill Valentine n'était pas encore terminée. 12 heures après qu'elle se soit effondrée à la tour de l'horloge, Carlos Oliveira la
Spence, désespéré de trouver un remède. L'hôpital était un abattoir, des corps partout. Et quelque chose de pire, des chasseurs gamma, des créatures amphibies expérimentales qui s'étaient échappées du confinement. Carlos se battit à travers l'hôpital, trouva les dossiers médicaux. Les médecins avaient réussi à créer un vaccin pour le T-virus avant de mourir. Carlos récupéra le vaccin et l'administra à Jill. Elle se réveilla des heures plus tard, faible mais vivante. Le virus avait été arrêté juste à temps. Ensemble, Jill et Carlos affrontèrent Némésis une dernière fois. La créature avait évolué vers sa forme finale, un monstre massif armé d'un canon ferroviaire. Ils combattirent dans les rues enflammées de Raccoon City, utilisant tout ce qu'ils avaient. Jill détruisit finalement Némésis avec le propre canon de la créature, le faisant exploser en morceaux. Carlos avait appelé un hélicoptère d'extraction. Ils montèrent tandis que la ville brûlait en dessous d'eux. De l'air, ils virent les rues remplies de morts vivants. Ils virent les bâtiments consumés par les flammes et ils virent le missile approcher. Le Congrès des États-Unis avait pris la décision. Une arme thermobarique expérimentale serait lancée sur Raccoon City. Le 1er octobre 1998, à l'aube, le missile frappa le centre-ville. L'explosion fut visible à des centaines de kilomètres. Le champignon de feu s'éleva vers le ciel. En secondes, tout dans un rayon de plusieurs kilomètres, fut vaporisé. Les zombies, les survivants, les bâtiments, tout. Raccoon City cessa d'exister. Plus de 100 000 personnes moururent cette semaine. Le chiffre officiel fut encore plus élevé. Le président des États-Unis démissionna sous pression publique pour avoir ordonné l'attaque. Une zone d'exclusion de centaines de kilomètres fut établie. Les survivants furent dispersés. Léon et Sherry furent récupérés par le gouvernement, emmenés dans des installations secrètes pour être interrogés. On offrit à Léon un emploi, devenir agent fédéral en échange de la protection de Sherry. Il accepta. Claire disparut, cherchant son frère. Jill se fondit dans l'ombre, traumatisée mais déterminée à exposer Umbrella. Et quelque part dans les ruines, un soldat solitaire nommé Hunk émergea des égouts avec une mallette. Elle contenait un échantillon du G-virus, le seul qui survécut. Il le livra à Umbrella. Sa mission était accomplie. Ada Wong observait de loin, se remettant de ses blessures. Elle avait son propre échantillon. Son employeur serait satisfait. Mais elle pensait à Léon, à ce jeune homme stupide qui l'avait presque fait oublier qui elle était. Elle se demandait s'il se reverrait un jour. Raccoon City n'existait plus. Mais les échantillons des virus s'étaient dispersés à travers le monde. Umbrella était tombée, mais des dizaines d'organisations avaient maintenant accès à ses secrets. Le bioterrorisme venait de naître comme industrie mondiale. Et quelque part dans le monde, 3 mois plus tard, sur un autre continent, un autre cauchemar était sur le point de commencer. Pensez-vous que Raccoon City était la fin? C'était seulement le test. Le vrai horreur commença quand les échantillons du virus atteignirent le marché noir. Quand des dizaines d'organisations criminelles, de gouvernements corrompus et de corporations sans scrupules obtinrent l'accès aux armes biologiques d'Umbrella. Le bioterrorisme venait de naître comme industrie et le monde ne serait plus jamais le même. Décembre 1998. 3 mois après la destruction de Raccoon City, Claire
l'installation d'Umbrella à Paris, déterminée à trouver des indices sur la localisation de Chris. Elle fut capturée presque immédiatement. Umbrella ne prenait normalement pas de prisonniers, mais Claire était spéciale. Elle était témoin de l'incident de Raccoon. Alors, ils l'envoyèrent à l'île Rockfort, une prison privée d'Umbrella au milieu de l'océan. Là, elle rencontra le gardien de la prison, Alfred Ashford, descendant de l'un des fondateurs originaux d'Umbrella. Alfred était complètement dément, souffrant d'un trouble de personnalité multiple, où il croyait être sa sœur jumelle Alexia. Il parlait à lui-même dans différentes voix, organisait des dîners élaborés avec des prisonniers morts. Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une autre épidémie du T-virus sur l'île. Claire ne sut jamais qui la causa, mais elle eut de la chance. Dans le chaos, elle trouva un autre prisonnier, Steve Burnside, un jeune homme dont le père avait travaillé pour Umbrella avant de tenter de vendre des secrets. Umbrella tua le père et emprisonna le fils. Steve était impulsif, blessé, mais courageux. Ensemble, ils combattirent à travers l'île infestée, esquivant les zombies et les armes biologiques expérimentales. Ils trouvèrent un hydravion et s'échappèrent vers ce qu'ils pensaient être la sécurité. Au lieu de cela, ils volèrent directement vers une autre installation d'Umbrella en Antarctique. Et là, ils découvrirent quelque chose qui défiait la compréhension. Alexia Ashford n'était pas seulement la personnalité alternative d'Alfred. Elle était réelle et elle avait dormi pendant 15 ans. Alexia était un prodige génétique, créé par son père Alexander, par génie génétique, pour restaurer le prestige de la famille Ashford. À 10 ans, elle avait développé le virus T. veronica, une variante qui combinait progéniteur avec de l'ADN de reine fourmi. Mais le virus était instable chez les humains. Il nécessitait une période de cryostase pour fusionner correctement avec l'hôte. Alors, à 12 ans, Alexia s'injecta sa propre création et se mit en animation suspendue. 15 ans plus tard, elle se réveilla avec un contrôle total sur le virus. Elle pouvait muter à volonté, contrôler des créatures infectées télépathiquement, générer du feu de son propre corps. Elle était une déesse vivante du bioterrorisme. Et elle était complètement folle. Mais Claire et Steve n'étaient pas seuls en Antarctique. Albert Wesker était arrivé cherchant des échantillons de progéniteur original pour ses propres expériences. Wesker avait changé depuis le manoir. Ses pouvoirs surhumains avaient augmenté. Il pouvait se déplacer plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Il était immunisé contre les dommages conventionnels. Et il cherchait à devenir encore plus puissant. Quand Steve fut infecté par T. veronica lors d'une attaque d'Alexia, il se transforma en monstre. Mais dans ses derniers moments de lucidité, il sauva Claire, se sacrifiant pour la protéger. Il mourut dans ses bras, le premier amour de Claire, perdu en un instant. Wesker prit le corps de Steve. Il pourrait être utile pour de futures expériences. Chris Redfield arriva finalement, après avoir reçu un message de Claire. La bataille qui suivit fut épique. Chris affronta Wesker pour la première fois depuis le manoir. Chaque coup de Chris fut esquivé sans effort. Chaque attaque de Wesker aurait pu tuer un homme normal. Chris survécut seulement par pure détermination et un peu de chance. Wesker se retira finalement, ennuyé du jeu, emportant le corps de Steve avec lui.
s'échappèrent, juste au moment où toute l'installation explosait. Mais le mal était déjà fait. Le virus T. Veronica était maintenant entre les mains d'organisations rivales. En l'an 2003, Umbrella Corporation s'effondra finalement. Des décennies de crimes furent exposés publiquement. Procès internationaux, scandales d'entreprises. Le prix de leurs actions tomba à zéro. Umbrella déclara faillite et fut officiellement dissoute. Mais fermer une corporation ne détruit pas son héritage. Les échantillons de virus qu'Umbrella avait créés étaient dispersés à travers le monde. D'anciens employés les vendaient sur le marché noir. Les gouvernements les achetaient secrètement. Les groupes terroristes les volaient. Le génie était sorti de la bouteille et il n'y avait aucun moyen de le remettre dedans. Le bioterrorisme devint la menace du XXIe siècle. En l'an 2004, Leon Kennedy, maintenant un agent fédéral d'élite, reçut une mission qui changerait tout. Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, avait été kidnappée et emmenée dans un village rural en Espagne. Léon fut envoyé seul pour la sauver. Ce qu'il trouva défia tout ce qu'il savait sur les armes biologiques. Les villageois n'étaient pas des zombies. Ils étaient infectés avec quelque chose appelé las plagas, un parasite ancien qui avait été enterré sous le village pendant des siècles. Contrairement au T-virus, las plagas ne détruisait pas l'esprit de l'hôte, il le contrôlait. Les infectés gardaient leur intelligence, pouvaient utiliser des outils, suivre des ordres complexes. Ils étaient l'arme parfaite. Le chef du culte, Oswald Sadler, avait déterré las plagas et l'utilisait pour asservir tout le village. Son plan était simple mais brillant. Infecter Ashley, la renvoyer aux États-Unis où elle infecterait son père, le président. De là, las plagas se propagerait à travers les plus hauts niveaux du gouvernement, transformant les leaders mondiaux en marionnettes de Sadler. Léon combattit à travers le village, le château de Ramon Salazar, un aristocrate nain qui servait Sadler, et finalement une île fortifiée pleine d'installations militaires. En chemin, il rencontra Ada Wong, vivante, élégante et aussi énigmatique que jamais. Elle travaillait pour Wesker maintenant, avec des ordres de voler un échantillon de las plagas. Léon fut également infecté pendant sa mission. Il pouvait sentir le parasite grandir dans son corps, chuchotant dans son esprit. Mais avec l'aide de Luis Serra, un ancien chercheur d'Umbrella qui regrettait ses péchés, Léon put extraire le parasite avant qu'il ne prenne un contrôle total. Luis mourut dans le processus, poignardé par Sadler, mais ses notes sauvèrent Léon et Ashley. La bataille finale avec Sadler fut brutale. Le chef du culte se transforma en une abomination de tentacules et d'yeux. Léon le tua en utilisant un lance-roquettes spécial. Ada vola l'échantillon de las plagas du corps de Sadler et disparut. Léon et Ashley s'échappèrent sur un jet-ski, tandis que l'île explosait derrière eux. Mais Ada ne livra jamais l'échantillon à Wesker. Elle le garda pour elle-même, jouant son propre jeu. En l'an 2005, fut officiellement formée la BSAA, la Bioterrorism Security Assessment Alliance, une organisation paramilitaire internationale financée par les Nations Unies, dédiée spécifiquement à combattre le bioterrorisme. Jill Valentine et Chris Redfield étaient parmi ses agents fondateurs. Leur première grande mission mena Jill et son partenaire, Parker Luciani, au Queen Zenobia, un paquebot de luxe dérivant en Méditerranée. Le navire était infecté avec le virus T. abyss
Sherawat travaillait sur une mission parallèle qui convergea finalement avec celle de Jill. Ensemble, ils exposèrent le complot de Lansdale. Il fut arrêté. La FPC fut dissoute. La BSAA émergea comme la force dominante contre le bioterrorisme mondial. Mais le coût avait été élevé. Trop de vies perdues pour prouver un point politique. L'année 2009 marqua la fin d'une ère. Chris Redfield fut envoyé à Kijuju, Afrique de l'Ouest, avec sa nouvelle partenaire, Sheva Alomar. Leur objectif était d'arrêter Ricardo Irving, un trafiquant d'armes biologiques. Mais Irving n'était qu'un pion. Derrière lui se trouvait Tricell Corporation, une société pharmaceutique qui finançait officiellement la BSAA, mais continuait secrètement les expériences d'Umbrella. Et derrière Tricell se trouvait Albert Wesker, exécutant son plan maître final. Wesker avait passé des années à perfectionner le virus Uroboros, sa vision pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Contrairement aux autres virus, Uroboros ne conférait du pouvoir qu'aux génétiquement supérieurs. Il tuait tous les autres de manières horribles. C'était la sélection darwinienne sous sa forme la plus extrême. Le plan de Wesker était simple. Lancer Uroboros dans des missiles sur les principales villes du monde. Les faibles mourraient, les forts évolueraient, et il régnerait sur cette nouvelle race comme un dieu. Mais Chris découvrit quelque chose qui le détruisit émotionnellement. Jill Valentine était vivante. Après révélation, elle avait été capturée par Wesker et placée sous contrôle mental par un dispositif sur sa poitrine. Wesker l'utilisait comme son soldat personnel, exploitant ses compétences de combat. Chris dut combattre sa meilleure amie, la femme qui avait sauvé sa vie d'innombrables fois. Ce fut Sheva qui finalement arracha le dispositif de la poitrine de Jill, la libérant du contrôle de Wesker. Jill révéla tout. Wesker avait tué Oswald Spencer en 2006, après avoir découvert la vérité sur sa propre origine. Le projet Wesker. Spencer avait kidnappé 13 enfants avec une génétique supérieure, les avait élevés dans différents environnements, prévoyant de les infecter avec des virus expérimentaux pour créer des surhumains. Albert fut le seul à survivre. Toute sa vie avait été une expérience. Cette révélation l'avait poussé à détruire l'héritage de Spencer en créant son propre monde parfait. La bataille finale eut lieu dans un volcan actif. Wesker s'injecta avec Uroboros, se transformant en un monstre tentaculaire. Chris et Sheva le bombardèrent avec des lance-roquettes, l'affaiblirent suffisamment et finalement le poussèrent dans la lave fondue. Albert Wesker, le méchant qui avait défini la franchise pendant des décennies, était enfin mort. Son corps se dissout dans la lave. Chris le regarda brûler. C'était cathartique, c'était la fin. Mais tandis que Wesker mourait et qu'Umbrella était d'histoire, le bioterrorisme ne disparaissait pas. Des échantillons de virus existaient encore. De nouvelles organisations les utilisaient pour de nouveaux buts. Le génie était toujours hors de la bouteille. Et quelque part dans le monde, des forces sombres planifiaient déjà la prochaine phase de ce cauchemar. Car dans Resident Evil, le cauchemar ne finit jamais vraiment. Il change seulement de forme. Et si la plus grande menace n'était pas un nouveau virus, mais un champignon oublié de 1919, toutes les horreurs de Resident Evil, chaque zombie, chaque monstre, chaque ville détruite, tous retracent leur origine à une seule femme, Mère Miranda, celle qui a tout commencé. Et en 2021, plus d'un siècle plus tard, son histoire arriverait finalement
Mais avant d'y arriver, le monde devait survivre à quelques années supplémentaires de cauchemars bioterroristes. 2012, Edonia, Europe de l'Est. Un mercenaire nommé Jake Muller combattait dans une guerre civile sans savoir qu'il était le fils d'Albert Wesker. Son sang contenait des anticorps naturels contre le C-virus, une nouvelle arme biologique qui combinait T-Veronica et G-virus. Sherry Birkin, maintenant adulte et agent du DSO, fut envoyé pour l'extraire. Sherry avait grandi sous garde gouvernementale après Raccoon City, formé comme agent spécial. Trouver Jake était sa mission, mais quelqu'un d'autre le cherchait aussi. Une femme identique à Ada Wong attaqua leur position, libérant des créatures infectées par le C-virus. Jake et Sherry furent capturés, emmenés dans une installation secrète où ils passeraient des mois comme prisonniers. Mais ce n'était pas vraiment Ada Wong, c'était Carla Radames, une scientifique brillante qui avait été transformée contre sa volonté en une copie physique d'Ada par Derek Simmons, chef d'une organisation secrète appelée The Family. Simmons était obsédé par Ada. Quand elle le rejeta, il créa simplement une version qu'il pouvait contrôler. Mais Carla conserva son propre esprit, sa propre volonté, et elle était furieuse. Elle créa Neo Umbrella comme vengeance, prévoyant d'infecter le monde entier avec le C-virus. Pendant ce temps, en juin 2013, le président des États-Unis, Adam Benford, était sur le point de faire l'histoire. Il prévoyait de révéler publiquement la vérité sur Raccoon City, d'admettre la dissimulation gouvernementale, d'exposer les crimes d'Umbrella. Leon Kennedy, maintenant son conseiller personnel, était là quand la conférence de presse commença. Alors Benford commença à convulser, à muter. Le C-virus avait été introduit dans son système. Le président se transforma en zombie et attaqua Léon. Léon n'eut pas le choix. Il tira sur le président dans la tête devant les caméras du monde. Simmons avait tout orchestré. Il ne pouvait pas laisser la vérité sortir. Il avait utilisé la sœur d'Helena Harper, la partenaire de Léon, pour infecter le président. Helena vivait avec la culpabilité, sachant que sa famille avait été manipulée. Léon et Helena combattirent à travers Tall Oaks, tandis que la ville s'effondrait dans une autre épidémie. Des zombies remplissaient les rues. Des créatures C-virus plus avancées chassaient les survivants. Et à la fin, le gouvernement lança une autre attaque de missiles. Tall Oaks fut effacé de la carte, exactement comme Raccoon City 15 ans auparavant. L'histoire se répétait. En Chine, Chris Redfield était brisé. Son équipe de BSAA avait été massacrée par une femme qui ressemblait à Ada Wong. Chris souffrait d'amnésie traumatique, buvant dans des bars, essayant d'oublier. Son subordonné Pearson Evans le trouva, le convainquit de revenir. Chris se souvint, et avec ses souvenirs vint une soif de vengeance. Il vola vers la Chine, déterminé à tuer Ada Wong. Les 4 histoires convergèrent dans une ville chinoise, sous siège de Neo Umbrella. Carla exécutait son plan final, libérant le C-virus sous forme de gaz sur des zones densément peuplées. Des millions étaient infectés. Léon protégeait Ada, insistant qu'elle n'était pas responsable. Chris voulait la tuer, aveuglé par la colère et le trauma. Finalement, ils réalisèrent la vérité. 2 Ada, la vraie et la copie. Chris tua Carla, mais pas sans coup. Simmons, désespéré de maintenir le contrôle, s'injecta plusieurs souches de virus. Il se transforma en une abomination qui changeait constamment de forme. Un dinosaure, un insecte géant, une masse de chair pulsante. Léon et Helena le poursuivirent
accepta finalement de vendre son sang pour créer un vaccin universel, mais seulement pour un prix symbolique. Pas pour l'argent, pour la rédemption. Ada détruisit la base sous-marine de Neo Umbrella, effaçant les dernières preuves. Et quelque part, loin de tout le chaos, l'histoire était sur le point de prendre un tournant complètement différent. 2014, Louisiane, États-Unis. Ethan Winters était un homme normal, employé de bureau, marié, sans entraînement militaire ou expérience avec le bioterrorisme. Quand sa femme Mia disparut pendant 3 ans, il reçut finalement un message. « Viens me chercher ». Une adresse dans les marais de Louisiane. Ethan conduisit jusque-là, trouva une maison délabrée au milieu de nulle part. La famille Baker, Jack, Marguerite, Lucas et Zoé. Ils semblaient être des gens de campagne normaux devenus complètement déments. Ils capturèrent Ethan, le torturèrent, jouèrent avec lui comme un chat avec une souris. Ils lui coupèrent la main, la lui rattachèrent, lui coupèrent la jambe. Il régénéra. Ethan ne comprenait pas comment il survivait à ces mutilations. Il ne connaissait pas encore la vérité. Les Baker avaient été infectés par Evelyn, une fille de 10 ans qui était en réalité une arme biologique créée par The Connections, une organisation criminelle qui avait collaboré avec Mère Miranda dans les années 2000. Evelyn fut créée en utilisant l'ADN d'Eva, la fille morte de Miranda. La moisissure de 1919 était revenue, raffinée sous forme d'arme. Evelyn avait un pouvoir télépathique écrasant et un besoin pathologique de famille. Quand elle s'échappa pendant le transport, elle infecta les Baker et les força à être sa famille. Mia était l'agent qui transportait Evelyn. Elle avait été infectée aussi, piégée dans la maison pendant des années. Ethan combattit à travers la maison, découvrant que la vieille femme en fauteuil roulant qu'il avait vue tout le temps était Evelyn. Vieillissement accéléré, un défaut dans sa conception. Il créa une toxine avec l'aide de Zoé Baker et l'utilisa contre Evelyn. La créature se transforma en un monstre géant de moisissure dans un dernier effort. Ethan la détruisit. Alors, Chris Redfield apparut, menant une équipe avec le logo d'Umbrella sur leurs uniformes. Umbrella était revenu, mais comme Blue Umbrella, supposément une corporation réhabilitée, travaillant avec les gouvernements pour nettoyer son héritage. Ethan et Mia furent évacués. Ethan pensa que tout était terminé. Il ne savait pas que la moisissure était déjà dans son système, qu'il était techniquement déjà mort, maintenu en vie seulement par l'infection fongique. 3 ans plus tard, en 2021, Ethan vivait en Europe avec Mia et leur fille nouveau-née, Rosemary, sous protection de BSAA. Une nuit, Chris fit irruption dans leur maison, tira sur Mia devant Ethan, kidnappe Rose. Ethan fut laissé inconscient. Quand il se réveilla, il était dans un village d'Europe de l'Est avec un château sur la colline. Le même village où tout avait commencé en 1919. Mère Miranda était toujours vivante après 102 ans. Sa quête pour ressusciter Eva n'avait jamais pris fin. Quand elle apprit l'existence de Rose, un bébé né de 2 parents infectés par la moisissure, elle sut qu'elle avait enfin trouvé le réceptacle parfait. Les 4 seigneurs servaient toujours Miranda. Lady Dimitrescu, une vampire de près de 3 mètres, avec 3 filles sadiques. Donna Beneviento,
moisissure avait réanimé son cadavre, l'avait maintenu fonctionnel pendant des années. Il était un mort-vivant depuis Resident Evil 7. La bataille finale avec Miranda fut apocalyptique. Elle se transforma en un monstre géant, utilisant tout le pouvoir du Megami-7. Ethan la vainquit, mais son corps commença finalement à défaillir. L'infection de la moisissure ne pouvait plus le maintenir ensemble. Chris sauva Mia et Rose. Ethan resta en arrière avec un détonateur. Ses derniers mots furent un adieu à sa famille. Il fit exploser le village et le Megami-7 complet. Ethan Winters mourut en héros. 16 ans plus tard, Rose Winters visita la tombe de son père. Elle n'était plus un bébé. Elle était une jeune femme avec des capacités dérivées de la moisissure coulant dans ses veines. Une figure mystérieuse l'observait depuis une voiture. L'avenir de Resident Evil. Car même avec Miranda morte, avec le Megami-7 détruit, avec Umbrella tombée et Wesker en cendres, le cycle continue. Il y a plus d'échantillons, plus d'organisations, plus de personnes prêtes à jouer à Dieu avec la vie humaine. Le cauchemar qui a commencé avec l'amour d'une mère pour sa fille en 1919 a coûté des centaines de milliers de vies, a détruit des villes, a changé le monde. Et tant qu'existe l'ambition humaine, la cupidité, le désir de pouvoir, il ne finira jamais vraiment. Il changera seulement de forme. Bonne nuit, survivants. Que vos rêves soient plus paisibles que cette histoire.